Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Louise Plouffe, qui est présidente du Conseil diocésain Développement et Paix de Gatineau, un organisme de solidarité internationale de l'Église catholique au Canada. Ils ont pour mission de soutenir des partenaires qui mettent de l'avant des initiatives afin de venir en aide aux peuples de différents pays souffrant d'injustices sociales, économiques ou politiques. 2, 1... Madame Plouffe, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous autres, de pouvoir discuter de développement et paix. C'est un nom qu'on connaît, développement et paix. Moi, je l'avais entendu parler, mais on dirait que c'est assez rare. Fait que je suis content d'avoir l'occasion de pouvoir développer sur le sujet, mais je vous dis un gros bienvenue à l'émission. Merci de nous accorder du temps. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Si vous permettez que je vous appelle Jean-François. Absolument. Oui. Oui, d'accord. Oui, développement et paix, ça ne me surprend pas que vous en ayez entendu parler parce que c'est un des organismes, une des organisations de développement international les plus importantes au Canada. Donc, développement et paix est connu au Canada. Puis ça fait plus de 50 ans en plus que ça existe, là. Exact. Développement et paix a été créé en 1967 par la Conférence des évêques catholiques du Canada, après la grande réforme de l'Église Vatican II. Les évêques ont eu l'occasion pendant plusieurs années de côtoyer leurs frères évêques venant des pays d'Amérique du Sud, de l'Asie, de l'Afrique, et de connaître les problèmes dans ces pays-là et les problèmes que vivent les gens. Alors, à la suite de ces rencontres, les évêques ont conçu une organisation qui est laïque, qui est dirigée par des laïcs, pas des religieux, qui a pour mission de l'aide au développement international. Okay. Et l'aide au développement, non pas une aide que nous imposons, c'est pas nous qui allons choisir les projets, c'est pas nos coopérants qui vont dire aux gens quoi faire ni comment faire, mais plutôt nous appuyons les communautés locales dans 30 pays ou plus à stimuler leur propre développement, puis à défendre leurs droits et à se relever de la pauvreté. Alors nous travaillons pour eux et nous travaillons avec eux. Et c'est ce que j'aime beaucoup de développement et paix. On n'impose pas nos façons de faire, on n'impose pas nos priorités, nous respectons leur autonomie et nous sommes à leur côté. Et depuis 50 ans et plus, c'est ce que développement et paix fait. Quand vous parlez des partenaires, c'est qui les partenaires? Vous me donnez des exemples un peu, parce que j'ai vu, entre autres, qu'il y en a que c'est des groupes qui sont jeunes, là. Oui. Bon, un partenaire qu'on connaît bien s'appelle Femmes décidées. C'est une organisation par et pour des femmes en Haïti qui fait plusieurs choses. Elle a des programmes de défense des droits et d'hébergement et de soutien psychosocial pour les femmes qui sont victimes de violences en Haïti, des programmes de formation pour montrer aux femmes comment faire de l'agriculture afin de subvenir à leurs besoins et de commercialiser leurs produits. Elles ont même fait la formation pour avoir un poulailler. Alors, les femmes soutenues par Développement et Paix, qui travaillent avec Femmes décidées, élèvent des poules de chair pour vendre sur le marché et vendent aussi des œufs. Alors, ces femmes gagnent leur vie et nourrissent leur communauté. On soutient un autre, c'est Caritas Liban, avec l'explosion à Beyrouth l'an dernier. Ouais. Développement et Paix a donné beaucoup d'argent à Caritas Liban pour de l'aide humanitaire, de l'aide d'urgence, pour donner de l'eau, de la nourriture, des vivres essentiels et aider la population locale à déblayer les débris et sortir de la catastrophe. Et en même temps, parce que le travail sur le terrain a été fait par des bénévoles et Caritas Liban essaie de promouvoir la cohésion et la paix au Liban. Alors avec des jeunes musulmans, des jeunes chrétiens, de différentes confessions, ensemble, à travailler ensemble pour soutenir la population et en même temps de se connaître, de dialoguer pour promouvoir la paix au Liban. Bon, voilà deux exemples de projets que Développement et Paix soutient. Mais vous venez de dire quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on parle
communautés religieuses complètement différentes, puis dans des pays où ce ne sera pas nécessairement la religion chrétienne qui va être dominante, mais c'est au-delà des croyances religieuses, là. Absolument, absolument. Nous offrons un soutien aux populations en besoin dans quel que soit le pays, quelle que soit la religion, l'ethnie. On ne regarde pas ça, on regarde les besoins dans ce pays, dans cette communauté et la capacité de la communauté d'identifier ses besoins et de stimuler leur propre développement interne. On travaille aussi bien avec les Rohingyas qui ont été chassés de la Birmanie qu'avec les catholiques aux Philippines, avec des chrétiens et des musulmans au Liban puis en Jordanie. Alors, on ne regarde pas la religion, on regarde le besoin. Dans les pays, par contre, que vous allez intervenir, est-ce qu'il y a de la réticence des fois ou est-ce que des fois la religion va créer certains obstacles ou on doit un peu instruire, dire, regardez, on va au-delà de ça, ce n'est pas une question de religion, mais bien d'aide humanitaire, de paix et de développement, hein? Bien, on travaille avec des organisations locales sur le terrain. Alors, ces organisations-là travaillent avec Développement et Paix comme avec une autre agence de développement international. Donc, on ne fait pas rentrer la religion dans les projets comme tels. Il y a une condition, par contre, c'est que les projets que nous soutenons doivent être dans le respect de la morale chrétienne. On ne peut pas soutenir des projets, par exemple, on ne soutient pas des projets d'avortement parce que ça va à l'encontre de l'enseignement chrétien, de l'enseignement catholique. Mais on va soutenir des projets de défense de droits, des soins de santé primaire, beaucoup d'autres projets. Et on ne tient pas compte de la religion. Et pour les communautés et pour les pays, ça dépend. Il y a des pays où le fait de travailler avec un groupe comme Développement et Paix pourrait être menaçant pour la communauté. Alors, l'aide se fait, mais on ne le diffuse pas à grand public pour protéger le partenaire, pour pas qu'il soit menacé dans leur propre communauté, leur propre pays. Vous avez parlé d'aide monétaire, mais est-ce que les gens de votre organisation vont se déplacer dans les pays pour mettre la main à la pâte, comme on dit? Non. Non, les partenaires les organisations sur place sont gérées par des personnes sur place, par des leaders communautaires, des chefs communautaires, des gens qui font le développement dans leur pays. Et nous sommes là, Développement et Paix, à un agent de projet qui va recevoir les organisations, qui va étudier les projets avec eux, mais ils sont vraiment conçus et dirigés localement par les partenaires eux-mêmes. Une chose qui m'a impressionné, moi, c'est le nombre de projets puis le nombre de pays dans lesquels vous intervenez. C'est quand même, j'aimerais ça peut-être vous pourriez nous dresser un tableau un peu là, de comment grand c'est, parce que c'est beaucoup de projets. Là. On parle de centaines de projets. Là. On parle d'environ 150 projets dans une trentaine de pays. Le nombre exact va varier d'une année à l'autre parce qu'il y a des projets commencent et d'autres projets finissent, mais oui, c'est grand. C'est à peu près 150 projets dans plus de 30 pays du monde. C'est important. C'est important. Et c'est des projets qui touchent plusieurs axes. La participation citoyenne puis la promotion de la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, la justice écologique, la justice migratoire, la paix et la réconciliation dans les temps de guerre, l'aide humanitaire quand il y a des crises. C'est plusieurs axes dans lesquels le développement est fait travail.
Je suis curieux de savoir, là, présentement, dans le contexte de la dernière année, est-ce que vos opérations ont été touchées? Bien, j'imagine, là, dans le fond, je devrais vous demander de quelle façon vos opérations ont été touchées étant donné la pandémie. Je peux imaginer que les défis sont peut-être plus grands ou c'est peut-être même plus difficile de travailler avec les partenaires, les différents partenaires. Oui, enfin, la COVID a affecté toutes les organisations caritatives au Canada, aussi bien que de l'aide à l'international. Les gens on n'a pas pu avoir des levées de fonds comme dans le passé avec des groupes réunis ensemble. On a dû et on doit faire beaucoup plus de campagnes en ligne que de campagnes en église, comme on fait d'habitude depuis 50 ans. Alors, les recettes ont diminué, mais pour Développement épais et probablement pour beaucoup, beaucoup d'autres organisations. Ouais. En même temps, on se rend compte que si la pandémie est dure pour nous autres, elle est encore plus dure pour les communautés C'est ce que dans le j'allais vous Sud. parler, ben oui. Justement parce que ces populations-là, les personnes pauvres, vivent dans des milieux entassés. Ils n'ont pas les moyens de faire la distanciation sociale, de pratiquer les mesures d'hygiène qu'on nous encourage à faire ici. Ils sont obligés de travailler pour gagner leur vie, pour vivre, parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité sociale ni d'aide financière de leur gouvernement. Ils sont vraiment laissés à eux-mêmes pour survivre. Et parce qu'ils vivent dans la pauvreté, leur santé est plus fragile aussi. Alors, ils sont plus à risque de contagion. Et la relance économique à la fin de la pandémie va être plus lente et plus difficile pour eux autres aussi. Un autre volet de développement épais, c'est développement épais, j'ai parlé de l'organisation d'aide au développement. Il y a, parallèle avec ça, un mouvement de plaidoyer et d'éducation populaire au Canada. Je suis membre de Développement épais avec il y a environ 10 000 autres membres de Développement épais à travers le Canada. Et non seulement nous recueillons des fonds pour Développement épais, mais nous faisons la sensibilisation aux enjeux sociaux et des enjeux de développement épais. Et nous attirons l'attention aux causes profondes de l'injustice dans les pays du Sud. Et nous faisons des actions de plaidoyer. Quelles sont nos politiques au Canada qui doivent changer pour être des politiques plus justes envers les populations dans les pays du Sud? Donner un exemple, c'est la justice minière. Il y a beaucoup, beaucoup d'exploitations minières à travers le monde qui sont faites par des multinationales basées au Canada. Okay. Or, ces compagnies, quand elles opèrent au Canada, sont tenues de respecter les lois canadiennes, des lois, par exemple, pour protéger l'environnement, pour avoir des conditions de travail saines et sécuritaires pour les employés, et de compenser les communautés locales pour des déversements ou des dommages environnementaux. La loi canadienne exige que les compagnies respectent les mêmes lois qu'au Canada lorsqu'ils exploitent en Amérique du Sud, en Afrique, partout ailleurs dans le monde. Or, ce n'est pas toujours respecté parce que dans plusieurs pays, les lois sont moins rigides, enfin, moins claires, moins évidentes, et il y a la possibilité de corruption. Et le Canada, on demande au gouvernement du Canada de s'assurer que les compagnies qui profitent des exploitations dans d'autres pays respectent les mêmes lois qu'au Canada. Et nous faisons des pressions auprès du gouvernement canadien depuis longtemps. Pas juste Développement épais, d'autres organisations de développement international aussi. Finalement, il y a 2-3 ans, le gouvernement du Canada a nommé un ombudsman à l'entreprise canadienne à l'étranger. Et a un rôle de surveillance de ce que fait, d'enquête sur ce qui se fait par les entreprises canadiennes à l'étranger. Par contre, cet ombudsman
n'a pas le pouvoir d'exiger d'avoir de la documentation et n'a pas le pouvoir d'amener des compagnies qui font défaut devant les tribunaux, devant le gouvernement. Donc, il y a un rôle, mais il n'y a pas de force de loi derrière ce rôle. Alors, nous sommes en train d'encourager fortement le gouvernement du Canada à donner un plus grand pouvoir à cet ombudsman. Donc, la nomination de cet ombudsman-là, est-ce que depuis 3 ans, est-ce que ça a quand même créé certaines choses positives ou vraiment, ça a été un peu, des fois, on va voir un geste qui semble vouloir bien faire, mais qui n'a pas donné de résultat? Ben, c'est un geste et je pense que le bureau de cet ombudsman cherche, ce que j'ai vu dernièrement, on était en consultation pour savoir quel genre de mandat, quel genre de pouvoir l'ombudsman devrait avoir. Alors, c'est pas qu'on s'assoit sur ses lauriers à rien faire, on tente de voir quelles sont les dimensions de pouvoir qui sont possibles. Et ce sera éventuellement une décision politique. C'est un peu décevant d'entendre ça quand même, quand des compagnies de notre propre pays qui sont pas capables de respecter ces règlements-là, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne le font pas? Est-ce que c'est un manque de vouloir ou bien c'est plus un manque dans le sens qu'une fois que tu es établi à l'extérieur, tu perds un petit peu le contrôle de comment ces compagnies-là sont gérées, étant donné qu'ils sont à l'extérieur? Bon, peut-être que, parce qu'ils sont gérés. Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je crois qu'il y a une partie, il y a un laxisme dans la surveillance et le contrôle ailleurs et qu'on en profite parce que en fin de compte, ce qui compte, c'est les profits que l'industrie rapporte. On n'a pas à aller très loin. Regardez ce qui s'est passé avec SNC-Lavalin en Libye au début des années 2000. Oui, c'est sûr que si on a des difficultés à faire respecter les choses chez nous, c'est pas plus facile nécessairement à l'extérieur. Quand vous approchez les gens pour aller chercher du financement puis de l'aide, est-ce que vous sentez que les gens ont envie de contribuer ou bien il y a comme... tu sais, des fois, les gens vont dire, ben écoute, moi, on me demande de donner de l'argent ici, là. Est-ce que c'est difficile de sensibiliser les gens à la cause? Moi, j'ai pas trouvé ça difficile parce qu'on nous donne beaucoup d'outils et beaucoup d'informations à développement épais pour pouvoir communiquer avec le public sur les besoins. Alors, quand je parle de différents projets et de différents besoins et des enjeux dans les pays, c'est ce que je fais pour souligner le besoin qui existe. Alors, ça devient une réalité. Ça devient une réalité quand je peux parler de communauté, des enjeux, des souffrances, ce qui se passe réellement dans les pays et le travail que fait Développement épais et des fois des résultats qu'on peut avoir. Par exemple, un résultat. Au Nigeria, la compagnie Shell exploite le pétrole au Nigeria. Or, il y a eu beaucoup de déversements de pétrolières dans les cours d'eau et dans les terres au Nigeria qui a contaminé les terres et les eaux. Et les personnes dans les communautés au Nigeria ont manifesté pour revendiquer leur droit à pouvoir se nourrir puis avoir leur terre et leur eau et à être compensés pour les dommages faits par Shell. Shell a fait des pressions sur le gouvernement du Nigeria pour arrêter les manifestations et il y a eu une répression sévère. Les manifestants et même des gens ont été tués. Ils ont été chassés de leur communauté. Mais un partenaire de développement épais au Nigeria qui s'appelle Social Action a mené leur cause devant des tribunaux au Nigeria puis éventuellement aux Pays-Bas. Parce que le siège social de Shell est aux Pays-Bas. Et il y a quelques mois, Shell a été obligé par le tribunal à La Haye de payer des dommages, des compensations
des peuples, des populations affectées par les déversements. Donc, il y a des résultats. Good, ben je suis content d'entendre parce qu'il doit en avoir beaucoup des batailles comme ça qui sont difficiles à gagner, puis que même ça doit être, tu sais, en termes de pourcentage, je pense que ça doit être rare, mais il me semble que le peuple pour qui est oppressé par ces compagnies-là réussissent à gagner leur cause. Bien, c'est un travail de longue haleine. Mm-hmm. Et c'est un travail qui doit être fait par les gens même de la communauté, des gens qui deviennent sensibilisés à leurs droits, qui militent pour leurs droits et qui n'arrêtent pas de militer et défendre leurs droits. Ça, éventuellement, ça mène à des résultats. Mais vous puis vos collègues qui s'inquiètent là-dedans tous les jours, est-ce que vous avez des fois le sentiment que la majorité des gens ne sont pas conscients vraiment de ces problématiques-là? Moi, je trouve que, puis je vague dans les médias et tout ça, puis là, une fois de temps en temps, une histoire dans les médias qui va sortir, mais c'est quelque chose qui se passe. Puis pour avoir reçu, moi, j'ai reçu Marie-Pierre, j'ai oublié son nom, Montigny, si je ne me trompe pas, son nom de famille, je m'excuse, Marie-Pierre, mais qui, elle, faisait de l'aide humanitaire à l'extérieur. Puis quand je voyais ces histoires, là, j'étais estomaqué, là, parce c'est ça, on en entend parler une fois de temps en temps, mais au quotidien, ça existe, c'est là au jour le jour. Avez-vous l'impression qu'on est comme pas assez éduqué peut-être à ces problèmes-là? Non, on n'est pas assez éduqué. On reçoit de l'information de temps en temps quand il y a une crise, par exemple, l'expulsion, la persécution des Rohingyas en Birmanie. Là, tout le monde prend conscience, prend connaissance de cette crise, mais on n'est pas conscient avant. Développement et paix, chaque année, a une campagne de sensibilisation. Et c'est que nous devenons, les membres, nous devenons sensibilisés aux enjeux et nous faisons campagne dans nos milieux à propos des enjeux. Et on apprend toujours. Moi, j'apprends toujours la dimension des problèmes dans le monde, des enjeux dans le monde. C'est une éducation continuelle sur les différentes populations, les différents pays, les différentes situations. On est obligé d'apprendre toujours. Et puis j'imagine qu'il y a des nouveaux problèmes qui émergent, qui n'existaient pas aussi. Là. Ben, les nouveaux problèmes qui émergent, qui n'existaient pas, mais ils sont reliés aux mêmes causes. La surconsommation, l'exploitation effrénée, et puis l'injustice. L'injustice sociale. Alors, les conflits sont souvent les conflits pour des ressources, pour le pouvoir, le contrôle. Ça va être d'autant plus difficile. En quelque part, on peut quasiment comprendre les gens qui vont mettre des œillères parce que ça devient difficile dans un contexte socio-économique dans lequel on est imprégné, si on veut, de dire, OK, mais il faut de faire ne serait-ce que faire des choix aussi de consommation, parce que là, ça revient à la surconsommation. Est-ce que pour vous autres, c'est d'autant plus difficile d'être ici au Canada puis d'avoir le privilège de pouvoir consommer ce qu'on veut, d'avoir accès rapidement à peu près n'importe quoi, puis d'être capable de faire des choix responsables? Parce que c'est pas toujours facile, je trouve, de faire des choix responsables, ne serait-ce que d'avoir accès à des produits qui sont produits de façon responsable. Oui. Et c'est une sensibilisation constante que nous faisons nous-mêmes dans nos choix. Et on apprend toujours. Exemple, Développement et paix a eu une campagne il y a quelques années sur le droit à l'eau et le fait que l'eau est de plus en plus commercialisée. Oui. Okay? Nous avons la chance au Canada d'avoir de l'eau propre de nos robinets, elle est saine, elle est salubres, mais il y a beaucoup de gens qui vont acheter de l'eau embouteillée. Et il y a des compagnies comme Nestlé, pour ne pas la nommer, qui cherchent à privatiser de plus en plus nos sources d'eau. Dans des pays en voie de développement, dans plusieurs pays, il n'y a pas d'eau salubre gratuite. Il faut payer cette eau. Et les grandes compagnies qui exploitent de l'eau ici voudraient en extraire davantage pour pouvoir l'envoyer dans ces pays-là.
Nous encourageons ces compagnies lorsque nous achetons au Costco, au magasin, toute l'eau embouteillée. Nous n'avons pas besoin d'eau embouteillée. Notre eau est pure et saine. Et ça crée la pollution du plastique aussi. Mhm. Donc, suite à cette campagne sur le droit à l'eau, moi, je ne consomme pas l'eau embouteillée. Je consomme l'eau du robinet. Et je ne prends pas de l'eau embouteillée et je déconseille aux gens de prendre de l'eau embouteillée. J'allais dire, je me sens presque mal parce que j'ai pris mon eau dans une bouteille il y a quelques minutes. Mais c'est bon de me le rappeler. Euh, Est-ce que parmi votre équipe, des fois, avoir l'ampleur des défis qu'il y a à soulever, est-ce que des fois vous ressentez de l'essoufflement? Parce qu'il me semble que ça doit être difficile de constamment défendre ces droits-là, puis de travailler à essayer d'améliorer les choses, puis de voir parfois si peu de changements, ou que ces changements, justement, vous dites, c'est de longue haleine. Bien, nous avons toujours des partenaires, des gens de ces pays-là qui nous racontent, qui nous disent ce qu'ils font, les résultats qu'ils ont. Avant la COVID, les partenaires venaient rendre visite au Canada Okay. une fois par année ou une fois ou 2 ans pour nous parler de leurs projets et des réalisations de leurs projets. Et ça nous remonte le moral parce qu'on sait que oui, on a des résultats concrets aussi des projets que nous finançons. Cette année, avec la COVID, c'était même un avantage d'avoir Zoom pour pouvoir rejoindre plus de monde et de connecter avec plus de partenaires pour savoir ce qu'ils font sur le terrain et les résultats qu'ils ont et de parler non seulement aux organisations partenaires, mais aux gens qui bénéficient de ces actions, qui sont directement les bénéficiaires. Oui, les problèmes sont grands, mais la seule façon d'avoir un changement durable, c'est de changer les populations elles-mêmes, faire le changement à la base. C'est là où ça compte. Ben oui. Je vais prendre quelques secondes, si vous permettez, Mme Plouffe, pour remercier les gens qui nous écoutaient via ma TV Outaouais ou si vous êtes sur les ondes de TVC Basse-Lièvre. Je rappelle que tout ce qu'on fait à la TVC, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous rendre sur YouTube, taper TVC Basse-Lièvre, c'est facile à trouver. Je vous invite à vous inscrire. Ça nous aide beaucoup d'avoir des inscriptions sur notre page. Et puis, l'informel est disponible aussi en balado-diffusion. On est sur Spotify, iTunes et aussi SoundCloud. Un gros merci d'avoir été avec nous autres. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et aussi, je vous invite à nous suivre à la prochaine émission. Qu'on va continuer d'ailleurs de parler avec des gens de développement épais. Et puis, justement, en fait, on en reparlera un petit peu plus tard, vous et moi, Mme Plouffe, si vous voulez bien. Il y a une chose que j'ai remarqué une chose qui est évidente en fait, qu'on voit sur votre site, c'est que vous revenez beaucoup à la dignité humaine. Puis, j'aimerais savoir, selon vous ou selon le développement épais, ça représente quoi de vivre dignement en tant qu'être humain? Vivre dignement, c'est avoir le droit à l'autodétermination, que j'ai le pouvoir de faire des choix dans ma vie et de faire respecter mes choix. J'ai le droit à l'eau, aux aliments de base, à me nourrir, avoir un toit sur ma tête, avoir la sécurité, ne pas être constamment à risque de violence, à risque d'insécurité financière, donc sécurité de base, besoin de base, le droit à l'éducation, le droit à pouvoir avoir un métier, une façon de gagner ma vie dignement et de faire vivre ma famille, à être libre d'exercer mes droits démocratiques, de voter, de faire des choix politiques, d'aimer qui je veux, d'avoir la religion que je désire avoir, d'être respecté et d'être estimé dans ma communauté. C'est ça la dignité humaine. J'aime bien votre description. Et puis, est-ce que vous avez espoir que, avec votre expérience, qu'on peut imaginer un monde un jour où on va pouvoir réduire vraiment de façon significative l'écart entre les opprimés ou sinon les riches et les pauvres?
Parfois, moi, quand je regarde ça, puis que je vous écoute, je me dis, mon Dieu, est-ce que ça se peut, un monde comme ça, ou est-ce qu'on peut justement vivre dignement, dans le Euh, sens de partout au monde, tu sais? oui, 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 oui. Enfin, c'est une question, c'est un défi énorme. C'est un défi qui est avec nous depuis le début des temps. En effet. Euh, Là où il y a progrès, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes Mhm. des défis et conscientes des réalités ailleurs. Et cette conscientisation, j'espère, va éventuellement mener à des changements. Par exemple, quand on regarde les changements climatiques, le défi est énorme. Allons-nous y arriver? On espère, on y travaille et on ne baisse pas les bras Hmm. parce qu'on ne peut pas baisser les bras. Ouais, j'imagine que la motivation vient de là, en quelque part. Tu sais, même si le défi est grand, ben, on n'a pas vraiment d'autre choix. On ne peut pas laisser les choses telles qu'elles sont, Non, autant au niveau climatique qu'au niveau de l'exploitation des pauvres dans les pays dont vous défendez les droits, là. exact, Hmm. exact. C'est toujours, c'est un idéal à l'horizon, mais on continue quand même et on se réjouit des réalisations en cours de route. Hmm. J'ai envie de me permettre une question un peu plus personnelle. Pour vous, comme personne, qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que j'imagine que vous devez avoir un grand sentiment de satisfaction lorsque vous voyez des choses qui changent, justement. Bien, pour moi, c'est important. Ça me donne un sens à ma vie d'aider à construire un monde meilleur, un monde plus juste. C'est très important. Et durant ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de voyager, surtout en Amérique du Sud, et de voir de mes propres yeux la pauvreté, Hmm. de voir des gens qui vivent dans des bidonvilles au Brésil ou en Argentine, aux Bahamas, et de voir leurs conditions de pauvreté et de savoir que je suis en train de faire quelque chose pour améliorer la vie de ces personnes-là. Je me sens moins impuissante. Disons que je sens que je fais quelque chose de concret Mhm. pour, euh, pour rendre le monde plus juste. Euh, Puis pour réussir à continuer votre mission, vous avez aussi des partenaires financiers. Comment ça fonctionne? Qui finance Développement épais? Bon, j'imagine que vous avez des dons, et certainement des dons parce que vous faites des campagnes de dons et tout ça. Mais j'imagine qu'au-delà de ça, il doit y avoir des partenaires comme le gouvernement ou ces choses-là. Exact, exact. Avec le gouvernement du Canada, une organisation de développement comme Développement épais ou d'autres organisations font des soumissions pour des projets, pour réaliser des projets qui sont en accord avec des priorités de développement épais, de développement énoncées par le gouvernement du Canada. Alors, on soumet une demande de subvention pour financer des projets. Et cette demande-là est étudiée par Affaires mondiales Canada et des subventions sont octroyées par le gouvernement du Canada et par d'autres bailleurs de fonds aussi. Euh, et c'est à peu près, mettons, Affaires mondiales Canada et autres bailleurs de fonds, c'est à peu près la moitié du budget de développement épais OK. et l'autre moitié vient des dons du public. Mais est-ce qu'il y a des partenariats, puis peut-être que je rêve en couleur, mais est-ce qu'il y a des partenariats possibles où est-ce qu'il y en a avec justement des compagnies qui disent, ben nous, là, on veut développer tel projet où on veut, je ne sais pas, m'ouvrir une usine, par exemple, dans un pays XY, on aimerait travailler avec un partenaire pour s'assurer que nous, on fasse bien la chose lorsqu'on va arriver et non pas justement profiter du système qui est déjà installé ou la façon de faire dans un pays X, puis de dire, puis de faire les choses de façon justement non équitable ou non qui n'est pas dans le respect des droits humains.
Mais plutôt que de se faire corriger par après, je me demande, est-ce qu'il y a des compagnies, des fois, qui vont vous approcher pour dire, ben, ou des partenaires que vous connaissez qui vont faire ce pas-là à l'avance pour dire, ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer là, que, comment pouvez-vous m'aider pour m'assurer qu'on respecte bien là, une bonne façon de faire là, si on veut développer telle chose? Oh, moi, je ne suis pas au courant de cela. Okay. Quelqu'un à la Direction générale de développement et paix le saurait peut-être, mais je ne sais pas s'il y a ce travail-là qui se fait directement auprès des intérêts d'investissement ou de développement économique. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'aider et qui veulent vous aider, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, ils peuvent aller sur le site web de Développement et paix. Et le site web, c'est www.devp.org. Et là, c'est facile de voir comment mieux connaître Développement et paix, d'avoir des petites vidéos sur le travail, les projets qui sont financés, les résultats. Et on peut cliquer facilement pour faire un don directement à Développement et paix. Qu'est-ce que vous souhaiteriez là, à l'avenir de voir dans les années proches? Est-ce que vous avez des projets ou des rêves pour Développement et paix, de dire j'aimerais ça voir ces changements-là ou j'aimerais qu'on réussisse telle chose? J'aimerais que, grâce au plaidoyer de Développement et paix et d'autres organisations, mais Développement et paix, parce que j'appartiens au Développement et paix, que nous persuadons le gouvernement du Canada de consacrer le 0,7% du produit intérieur brut au développement international. C'est une cible que quelques pays ont atteint, mais très, très peu de pays. Actuellement, le Canada est un pays qui contribue peu, c'est juste 0,2% du produit intérieur brut. Donc, on a du chemin à faire pour contribuer à vraiment notre juste part, compte tenu que nous sommes un pays riche au développement international. D'autres priorités, j'ai du mal à choisir parmi les priorités parce que les besoins sont tous aussi importants les uns que les autres. Je peux imaginer. Peut-être qu'on pourrait parler rapidement parce que éventuellement, prochainement, je vais recevoir là, une autre personne de chez vous, Mme Françoise Lagacé, qui peut-être pourriez m'introduire à savoir qu'est-ce qu'elle fait chez vous et puis c'est quoi son travail. Bon, Françoise Lagacé est un membre de Développement et paix depuis très longtemps. Elle a siégé sur le Conseil national de développement et paix, donc le Conseil d'administration de développement et paix Canada. Donc, elle a une connaissance très approfondie de la direction de l'organisation, des orientations, des questions de gouvernance. Et elle a aussi fait des voyages d'immersion dans différents pays, notamment au Pérou et au Sierra Leone, pour connaître les partenaires et connaître la réalité sur le terrain et voir comment le développement et paix travaille avec les communautés. Son expérience est une expérience très précieuse parce qu'elle sait, quand elle parle des partenaires, elle sait de quoi elle parle parce qu'elle les a vus en action. J'ai bien hâte de jaser avec elle et puis c'était un plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré et je vous souhaite le meilleur des succès avec Développement et paix. Au plaisir de vous rejaser. Merci, c'est moi qui vous remercie du temps en antenne. C'est un plaisir. Ouais. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.